faibles et fragiles, et que sur ces existences historiques faibles et fragiles, on fabrique, on cristallise des fictions. J'ai utilisé cette image de Stendhal en disant que quand il devait expliquer ce qu'est l'amour et que ce qu'est la cristallisation de l'amour, il dit on prend une branche, on jette ça dans les mines de sel à Salzbourg et on cristallise, enfin le sel se cristallise sur le rameau de bois mort. Donc on peut très bien imaginer que des individus ayant de faibles existences, quand je dis de faibles existences, il n'y a pas grand-chose, un prophète qui, etc., arrive un jour, qui est le fils d'un charpentier, et avec éventuellement une fille mère, pourquoi pas, qui serait Marie. Enfin, je suis pas contre le fait qu'on aille chercher des explications. On a même dit qu'elle a été engrossée par un soldat romain, etc. Bon, des choses ont été dites qui vont dans ce sens-là. Et sur ce substrat historique, bref, on constitue après des mythes ou des mythologies. Donc sur Moïse, je n'aurais pas du tout la possibilité de vous dire qu'il y a des preuves de l'existence historique de Moïse. Moi, je crois qu'il n'y en a pas. Que je crois que ce sont simplement des fictions qui ont pour objet de cristalliser des discours. Et qu'il en va de même avec d'autres individus. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'avec Mahomet, on ait aussi cristallisé des informations et qu'il y ait eu un personnage qui peut-être était évidemment un guerrier, que, bon, bien sûr, il peut y avoir une figure historique, et sur cette figure historique, il s'ajoute des choses. Si un personnage s'est appelé Mahomet, on peut très bien imaginer que, alors bon, il y a des hypothèses qui disent qu'il y a des chrétiens, enfin ce qu'on appelle des hérésies, mais qui sont des ébionites. Et ces ébionites-là auraient rendu possible une secte qui aurait été finalement l'équivalent du judéo-christianisme et qui aurait été un judaïsme islamique. Et que les leçons que prend Mahomet, il les prend auprès d'un rabbin. C'est ce qui fait que nombre de versets du Coran sont des versets qu'on retrouve intégralement dans le Talmud. Donc, bon, il y a des hypothèses qui vous disent, ben voilà, c'est effectivement une espèce de rameau juif, exactement de la même manière qu'il y a eu un rameau juif qui est devenu le christianisme, il y a eu un rameau juif qui est devenu l'islam, sur lequel il y a eu cristallisation, construction de Corans, au pluriel, avant que de ces Corans ne fassent plus qu'un Coran, et on structure toute une mythologie autour de ça. Donc, je serai bref pour que chacun puisse poser ses questions, mais je veux dire que sur ces questions-là, il me semble que tous les grands créateurs de religion ont pu physiquement exister. Moi, je répondrai à Michel Onfray que je m'en fous que Jésus n'ait pas existé historiquement et que c'est pas ça qui m'intéresse dans le message de Jésus et que l'incarnation n'est pas du tout le problème, etc. Je vois bien ce que je me répondrai à moi-même. Mais sur ces questions de religion, je pense qu'il faut regarder comment fonctionnent les autres religions pour voir comment fonctionne la nôtre. Il y avait un très joli dessin de Ciné, le regretté Ciné, le dessinateur, qui était un athée radical et qui montrait des curés qui étaient en Afrique et qui montraient des gens de couleur, des blacks qui étaient là avec leurs fétiches africains. Ils dessinaient les fétiches africains et puis on voyait les curés se tordre de rire en disant « Ah là là, leurs fétiches à la con », etc. Et derrière eux, il y avait juste le Christ en croix. Cette façon de dire que finalement, pour les fétiches d'autrui, on est capable d'être intelligent, mais pour ses propres fétiches, on l'est rarement. Donc on est souvent capable, quand on prend la Bhagavad Gita, les Rig Veda, ou les Upanishads, ou les lois de Manu, enfin si vous prenez tous ces textes religieux, aujourd'hui vous avez l'esprit critique qui vous permet de dire, ben non, ces figures historiques n'ont jamais existé, mais ce sont des agencements littéraires, ce sont des agencements allégoriques. Donc sur cette question, je pense que s'il y a un substrat historique à Moïse, pourquoi pas, il faudrait en faire la démonstration, mais qu'il est surtout, essentiellement, l'objet d'une cristallisation qui rend possible le monothéisme. Alors il y a un livre de Freud sur ce sujet, Moïse et le monothéisme, qui montre que, alors non, les Juifs sont pas contents, d'autant que c'est en pleine période nazie, et Freud dit que Moïse n'est jamais que ce sont des Égyptiens, et que finalement les Juifs n'existent pas, mais que ce sont jamais que des produits de l'Égypte, et que ce personnage n'a rien d'un juif, n'a rien d'un prophète, n'a rien de ceci ou n'a rien de cela. Enfin, évidemment, ça a choqué dans toute la communauté. Mais effectivement, c'est extrêmement difficile quand on est à hauteur historique, je dirais aussi éloignée, de disposer de preuves de l'existence historique, ce qui fait que on arrive à un moment donné où on se dit mais l'absence de preuves historiques de l'existence historique n'est pas forcément la preuve qu'il n'y a pas eu d'existence historique. Pas de preuve ne veut pas dire pas d'existence non plus. C'est très loin et en même temps, ce qui est devenu Moïse, c'est franchement détaché de ce qu'aurait pu être un substrat historique. C'est devenu une figure qui est celle de l'incarnation du monothéisme. Puis on a la figure d'Abraham qui est une figure qui rend possible les religions monothéistes. Voilà. Merci. Au revoir.
Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Je vais parler de votre livre Cosmos, où vous parlez de la volonté de puissance, sauf que j'ai du mal un peu à voir comment cette volonté de puissance, qui d'ailleurs, à chaque fois, vous faites vous distinguez deux lignées, que ce soit dans l'art, dans la littérature, dans la politique, une lignée qui est hédoniste, épicurienne, matérialiste, et une autre qui est nihiliste, en fait, pour résumer. J'ai du mal comment cette volonté de puissance pourrait expliquer l'existence de ce nihilisme qui se manifeste dans le monde, et non pas hors le monde, certes à travers l'humain, mais dans la nature. Du coup, cette nature qui est gouvernée par la volonté de puissance, comment expliquer que ce nihilisme, comment expliquer que cette volonté de puissance qui a donné le Cypo-Matador dont vous parlez dans Cosmos a aussi donné la moraline qui sert à certains de juger selon le bien et le mal, selon le beau et le laid, comme vous l'avez rappelé hier. Et deuxième question, très rapidement, ce n'est pas une vraie question, c'est juste une demande de référence. Il y a un passage dans Cosmos qui m'a beaucoup interpellé personnellement parce que il évoque, c'est très furtif, c'est l'idée que Nietzsche aurait dit que le bouddhisme est né par le fait d'une consommation excessive de riz. Voilà. Nietzsche dit ça dans un livre qui s'appelle Ecce Homo, qui est l'un des derniers livres. Nietzsche avait le projet d'écrire un livre qui aurait pu s'appeler sur la volonté de puissance. Puis finalement, il l'a pas écrit, mais il l'a écrit quand même parce qu'il a écrit des morceaux. Et ces morceaux ont été publiés après, le crépuscule des dieux, l'Antéchrist, et Ecce Homo. Ecce Homo est une autobiographie philosophique. Il écrit des chapitres dans lesquels il dit pourquoi je suis avisé, pourquoi je suis écrit de si bons livres, etc. Il a une syphilis depuis très longtemps, il se soigne avec des médicaments qui aggravent un peu son état de santé. Il y a la maladie, puis après il y a les médicaments que vous prenez qui sont censés vous soigner, mais qui souvent vous abîment. Et Nietzsche est dans les derniers temps de sa vie raisonnable, je dirais, quand il écrit ces textes-là. Ceci dit, il faut les prendre au sérieux tout de même. Quand il dit ça sur le bouddhisme, il ajoute que la philosophie allemande est à mettre en relation aussi avec le fait qu'on y mange beaucoup de pommes de terre en Allemagne et beaucoup de bière, qu'on boive beaucoup de bière. C'est ironique, mais pas tant que ça. Et il y avait des philosophes matérialistes, un philosophe matérialiste extrêmement important dont on ne parle pas beaucoup, qui est Ludwig Feuerbach. Et Feuerbach, on en parle parce que il a été lu par Hegel, qui a rendu possible Marx, qui a généré Lénine. Quand j'ai fait mes études à la fac de Caen, on parlait de Feuerbach uniquement parce qu'il y avait des thèses de Feuerbach qui avaient été commentées par Marx, qui ensuite avaient été commentées par Lénine, etc. Et pendant très longtemps, j'ai cru que Feuerbach n'avait fait que d'écrire des petites choses comme ça, que Marx avait commentées dans ses fameuses thèses. En fait, il a écrit des choses extrêmement importantes, l'essence de la religion, l'essence du christianisme aussi, plus d'autres ouvrages qu'on n'a pas traduits, très mal traduits, il est très mal traduit en France. Et il y a un moment donné où il dit « l'homme est ce qu'il mange ». Feuerbach dit ça. Et c'est une proposition ultra matérialiste. Et vous le savez bien, c'est-à-dire que quand vous ingérez des aliments, vous ingérez une symbolique, mais vous ingérez aussi des substances. Et que vous avez des substances qui vous ralentissent et des substances qui vous accélèrent. Vous avez des substances qui vont vous donner la diarrhée, vous avez des substances qui vont vous constiper. Donc on sait très bien qu'il y a des aliments qui produisent ce genre d'effet. Donc évidemment, chez Nietzsche, quand le riz constipe, ça donne le bouddhisme, ça va vite, c'est difficile d'expliquer ce qu'il pense par là, quoi. Ce qu'il envisage par là. Mais c'est une façon de nous dire que ce que nous sommes se trouve en relation avec ce que nous mangeons. L'homme est ce qu'il mange, eh bien c'est très précisément cette vérité matérialiste que quand on mange, on ingère des substances, que ces substances sont en relation avec nos propres substances et qu'elles modifient notre propre corps. Quand j'écris ce premier livre qui s'appelait Diogène Cannibale, mais que mon éditeur a titré Le ventre des philosophes, il y a un chapitre sur Nietzsche, que j'avais appelé Nietzsche et les saucisses de l'Antéchrist, et où j'ai regardé tout ce que Nietzsche disait sur la question de l'alimentation. Il nous dit de fait que ce que nous mangeons nous fait être ce que nous sommes. Donc on a des rapports particuliers au café, au thé, aux excitants, à l'alcool. On mange plus ou moins bien, on mange gras ou pas gras, on mange de la charcuterie, beaucoup de charcuterie, c'était le cas en Allemagne. Et Nietzsche disait il faut manger des choses simples, des choses légères, il faut manger des choses aériennes qui nous permettent justement de penser correctement.
Et on le sait aujourd'hui, parce que la diététique existe, encore il y avait déjà des diététiciens, et il y a un diététicien qui s'appelait Cornaro, qui l'avait lu et qui l'avait médité. Il savait très bien que c'était, chez les Chinois par exemple, vous vous soignez avec ce que vous mangez. Le médecin, vous ne le payez que quand vous allez bien en Chine. C'est quand vous allez mal que vous ne le payez plus, parce que le médecin n'a pas bien fait son boulot. Donc vous mangez des substances qui gardent les équilibres, qui vous permettent de rester en santé. Donc vous payez le savoir de quelqu'un qui vous dit voilà ce qu'il faut manger, voilà ce qu'il ne faut pas manger, voilà les quantités qu'il faut manger, etc. C'est la diététique. Et quand à l'époque je pensais qu'il fallait créer des concepts, moi aussi je pensais à ces choses-là. J'écrivais diététique avec un H en disant la diététique est une éthique. Et comme quand la diététique est perçue comme une éthique, écrivons ça avec un H. Bon, ça m'a passé, cette idée que je pouvais imaginer qu'on était philosophe en écrivant mal le français et en créant des néologismes. Et donc Nietzsche a raison de renvoyer à cette idée que le corps que nous sommes, il est ce que les substances que nous ingérons le fait être. Et ça me permet de répondre à la première partie de votre question, parce que tout est volonté de puissance. Si vous mangez des pommes de terre ou du riz, eh bien ça procède de la volonté de puissance, et vous-même vous procédez de la volonté de puissance, et voilà pourquoi vous interagissez. Les substances que vous ingérez interagissent avec les substances qui vous font être ce que vous êtes. Il se fait que vous avez utilisé un autre concept qui est le concept de nihilisme, et le nihilisme ne peut pas fonctionner dans la nature. Le nihilisme ne fonctionne qu'avec les gens. Pour une raison bien simple, c'est que le nihilisme, c'est l'absence de sens, c'est l'absence de valeur. Et ce sont les hommes qui créent le sens et qui créent la valeur. Donc quand on a une civilisation comme la civilisation judéo-chrétienne, vous avez sens et valeur. Vous connaissez le christianisme. On vous dit ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, etc. Il y a du nihilisme à partir du moment où les valeurs ne sont plus généralisées. On a une dame il y a quelques jours qui nous disait qu'elle était chrétienne, mais qu'elle ne croyait pas ceci, qu'elle ne croyait pas cela dans le christianisme. On se dit alors il est où le christianisme pour le coup? Ça c'est un signe du nihilisme. Vous avez des valeurs, tout le monde y croit. Quand on commence à avoir des valeurs personnelles, en disant oui, moi je fais ma religion personnelle, ma morale personnelle. Je fais une intervention l'autre jour pour des avocats qui me le demandaient, des amis, et quelqu'un me disait oui, mais enfin chacun sa vérité. Je dis extraordinaire. Vous avez la définition du nihilisme. Chacun sa vérité. Mais non, pas chacun sa vérité. Parce que vous dites, moi je suis antisémite, c'est ma vérité. Moi je suis négationniste, c'est ma vérité. Moi je suis raciste, c'est ma vérité. Et j'y ai bien droit. Non. C'est pas chacun sa vérité. Les vérités doivent être collectives et communautaires. Elles peuvent évoluer, bien sûr. Mais le nihilisme, c'est ça. C'est l'absence de sens. Et l'absence de sens, c'est parfois trop de sens. Chacun dit, c'est moi qui fais le sens. Moi j'ai décidé, je veux ça. Et vous dites, mais oui, mais enfin, il y a la communauté, c'est pas mon problème. Moi je veux ça. Ça, c'est le signe du nihilisme. Donc le nihilisme, il existe quand il n'y a plus de valeurs collectives et communautaires, quand les valeurs ne sont plus que subjectives, personnelles et individuelles. Donc il n'y a pas de nihilisme dans la nature. Il n'y a de nihilisme que dans les civilisations, dans les cultures. Dans la nature, il n'y a que la volonté de puissance. Alors, je ne suis pas germaniste, mais l'expression c'est Wille zur Macht, c'est-à-dire le vouloir vers la puissance. C'est-à-dire que j'utilise toujours une image pour essayer de dire ce qu'est la volonté de puissance. Vous la connaissez. C'est-à-dire vous êtes en ville, vous avez du béton, vous avez du bitume, vous avez du ciment, puis vous avez un trou, et d'un seul coup vous avez de l'herbe qui sort. Vous avez une plante. Et vous dites ah incroyable, en plein milieu du béton vous avez la graine qui va sortir, etc. Eh bien, la volonté de puissance, c'est ça. C'est ce qui veut la lumière. C'est ce qui veut la vie. C'est ce qui, dans la vie, veut la vie. Vous êtes vivant. Il y a en vous quelque chose qui veut la vie. Eh bien, c'est la volonté de puissance. Et Nietzsche dit, c'est partout dans tout ce qui est vivant. C'est-à-dire le fameux Sippo-Matador, la fameuse liane tueuse qui grimpe le long des arbres parce qu'elle cherche la canopée, elle cherche le sommet de la forêt. Et quand elle est au sommet de la forêt, elle veut quoi? Elle veut la lumière. Parce que nous voulons la lumière. La lumière est la condition de possibilité de la vie. Plus de lumière, plus de vie. La fonction chlorophyllienne, c'est la lumière. Plus de lumière, plus de fonction chlorophyllienne. Plus de fonction chlorophyllienne, plus de végétation. Plus de végétation, plus d'animaux qui s'en nourrissent. Plus d'animaux, plus d'hommes. C'est la vie. Donc le soleil, c'est la vie. La lumière, c'est la vie. Et après, tout ce qui existe, après, procède de cette puissance-là. Donc c'est ce vouloir, c'est cette force, c'est cette énergie qui veut la puissance. Et la puissance, c'est quoi? C'est être et persévérer dans son être. C'est pas dire la volonté de puissance, parce qu'après il y a une récupération nazie de Nietzsche, donc la volonté de puissance, c'était l'espèce de brutalité du type qui allait égorger les autres en disant mais il a fait la critique de la pitié, donc c'est le type qui égorge les nazis et qui finalement n'a aucun problème de morale parce qu'il est par-delà le bien le mal. Contraire de ce que Nietzsche aurait pu penser. La volonté de puissance,
justement par-delà le bien et le mal, c'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Tout ce qui est vivant veut la vie, tout ce qui est vivant veut la puissance, car la puissance, c'est la vie qui se poursuit, et cette puissance, elle ignore tout. Elle ignore tout, alors y compris, par exemple, après on peut penser, on peut juger. Si vous dites, moi ce que j'ai vu en Colombie, c'était effectivement, on m'a dit, ben voilà, vous avez là un Sippo-Matador. Eh bien, la liane, elle grimpe sur les arbres, parfois, elle ne fait que céder de l'arbre. Et elle grimpe sur l'arbre en s'en servant, puis elle arrive à la canopée, puis elle a ce qu'elle veut, puis voilà. Et d'autres lianes sont parfois des lianes tueuses, c'est-à-dire matador. Hein, c'est le Sippo-Matador, c'est une liane qui tue. Elle tue parce qu'elle va parasiter l'arbre. Bien sûr, elle va s'en servir pour grimper jusque vers la canopée, mais elle prend l'énergie de l'arbre. L'arbre, il a une énergie pour lui, et bien la liane, elle prend l'énergie de l'arbre. De sorte qu'à un moment donné, le Sippo-Matador va arriver complètement à la canopée, il va être dans sa pleine puissance, mais sa puissance se sera nourrie de la puissance d'un autre qui l'aura détruit. On va pas dire, ah, c'est pas bien d'avoir tué l'arbre qui, etc. C'est par-delà le bien et le mal. Et Nietzsche dit ça. Il dit, ça marche pour tout le monde. Si vous êtes une liane qui a besoin pour vivre de faire ce que la liane fait, par exemple, avec un arbre qui porte cette liane, bien Nietzsche dit, c'est ainsi. Alors évidemment, on n'a pas le choix. Si vous êtes le prédateur ou si vous êtes la proie, ben voilà, c'est pas vous qui allez dire tiens j'ai choisi d'être prédateur, tiens j'ai choisi la proie. Nietzsche dit c'est ainsi dans la vie et la volonté de puissance c'est ça. Donc je me résume, la volonté de puissance c'est le principe de ce qui est, de tout ce qui est. C'est ce qui nomme la vie qui dans la vie veut la vie. C'est ce qui nomme la puissance qui vous fait exister. Il y a une puissance d'exister. Eh bien c'est ça la puissance d'exister. Elle est par-delà le bien et le mal. Le nihilisme n'est jamais que le mot qui permet de juger une civilisation quand elle n'a plus de valeurs collectives, communautaires, et qu'il n'y a plus que des multiplicités de valeurs, que chacun est son créateur de valeurs. Et puis, puisque la volonté de puissance, elle est partout, elle est dans le riz, elle est dans celui qui consomme le riz, et celui qui consomme le riz, il va générer une civilisation, enfin, il va éventuellement générer une spiritualité qui, si elle a un bras armé, va devenir une civilisation. Si Jésus crée son aventure, il est rien du tout sans Constantin qui décide que cette aventure va devenir un phénomène de civilisation. Donc voilà pourquoi tout ce tenant, il n'est pas étonnant qu'on puisse prendre le grain de riz comme une occasion de philosopher pour dire que effectivement, si le grain de riz génère ça, eh bien la pomme de terre, la charcuterie et la bière en Allemagne ont généré la philosophie de Hegel et de l'idéalisme allemand. C'est drôle, c'est ironique, mais c'est pas si faux que ça. En fait, là où j'ai un peu de mal, c'est est-ce que ce nihilisme-là, cette perte de valeur qui s'opère dans le monde, vu que la volonté de puissance régit tout ce qui est, vu que le nihilisme est-ce que elle génère aussi, enfin, elle gouverne aussi ce nihilisme? C'est là un peu. Oui. Alors. C'est ça un peu. Oui. Alors, vous avez raison. On peut imaginer que c'est ce que je dis depuis le début, que la volonté de puissance, Nietzsche ne l'aborde pas avec la question des astres, de l'astrophysique, il la constate. Il dit qu'elle est là. C'est déjà beaucoup de la constater. Il faut dire que ce sont des gens qui ont, je pense à Schopenhauer ou d'autres, ce sont des gens qui ont lu Darwin et qui savent ce qui est dit par Darwin et plus Nietzsche d'ailleurs que Schopenhauer. Mais vous avez chez cet individu-là, Darwin, cette idée qu'il y aurait une évolution, une puissance, une force, une espèce d'élan vital sans qu'on sache d'où ça vient. Sans qu'on sache ce que c'est véritablement. Moi, quand je me pose la question de la généalogie de ce qu'est la généalogie, parce qu'effectivement, on dit, c'est ça qui est à l'origine, mais la question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est à l'origine de ce qui est à l'origine? Et on fait un travail généalogique plus en profondeur encore. Alors, à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'ai vu sortir mon livre Décadence, parce que je me dis, mais bien sûr que notre problème, c'est qu'on arrête aux hommes, on remonte jusqu'aux hommes, et comme si les hommes étaient le début de l'humanité. Ben non, quoi. Les hommes, ils sont dans un monde dont il faut prendre la mesure pour qu'on puisse envisager ce qui est véritablement. Alors, mon hypothèse est qu'effectivement, l'entropie, elle est depuis le départ. C'est-à-dire que si vous lancez une flèche, si vous balancez avec votre arc, si vous décochez une flèche, il est dans le trajet de la flèche d'aboutir à la cible. C'est évident. Là où est la flèche, il y a de toute façon déjà ce vers quoi va la flèche. Eh bien, on peut imaginer exactement la même chose avec ce qui est. Ce qui est aujourd'hui procède d'un mouvement qui a initié
justement le trajet, et dans ce trajet, il y a une finitude. Et dans notre civilisation, la finitude est prévue. Et il y a un moment donné où quand vous voyez le trajet, vous voyez que si la flèche elle n'est pas très loin de la cible, vous voyez très bien où elle va aller, où elle va atteindre, ou ce qu'elle va atteindre quand elle va atteindre la cible. Donc on peut imaginer effectivement que le nihilisme, c'est l'effet d'un appauvrissement d'une volonté de puissance dans l'incarnation qui aura été la sienne. Parce que notre civilisation est nihiliste, parce que la volonté de puissance à l'œuvre dans notre civilisation est épuisée. Mais ça ne veut pas dire que la volonté de puissance, elle est épuisée sur la totalité de la planète. Il y a d'autres lieux sur la planète où des civilisations sont nettement plus actives, nettement plus puissantes, et où le nihilisme ne fait pas la loi. Parce que vous avez des créateurs de valeurs, vous avez des propositions de valeurs, cette hypothèse d'un monde transhumanisme ressemble à quelque chose comme une civilisation qui se constitue. Alors évidemment, au regard de ceux qui voient s'effondrer leur civilisation et qui en voient une autre apparaître, il y a toujours des constats effrayants. Quand Julien l'Apostat, par exemple, enfin qu'on dit l'Apostat, voit le christianisme apparaître, il est sidéré, ou Celse, quand il voit le christianisme apparaître, il dit c'est pas possible, ces gens-là, c'est incroyable. Et puis, voilà, ça fait une civilisation. Donc, nous sommes, dans la civilisation judéo-chrétienne, touchés par le nihilisme, mais le nihilisme ne concerne pas la planète entière. Sur la planète entière, il y a des forces qui sont encore à l'œuvre, et ça s'est simplement déplacé, un peu comme un orage qui arrive et qui touche une région de la France et qui se déplace et qui va toucher une autre région de la France en épargnant la région qui aura été déjà concernée. Eh bien, la volonté de puissance, elle est vivante, elle se déplace, elle va, elle vient. Cet élan vital, quand il a fait son travail dans un lieu, eh bien, il a fait son travail et il va le faire ailleurs. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut lire le destin des civilisations et voir l'articulation, volonté de puissance et nihilisme. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport à tout ce qui est autour du sacré, parce que c'est un thème qui semble très récurrent dans l'humanité, puisqu'on en parle déjà avec Marcel Mauss pour ce qu'on a appelé les sociétés primitives, et on retrouve ça dans la religion. Je sais pas, je ne veux pas m'aventurer dans des domaines un peu scabreux, mais peut-être qu'on peut dire qu'il y a une sorte de sacré autour de tout ce qui est idéologie, comme le communisme, le capitalisme, ce genre de choses. Et aussi, même dans une dimension proprement humaine, quand on va être dans une relation avec quelqu'un, parfois on a tendance un peu à sacraliser les gens. Et du coup, je voulais savoir si c'était possible. Et puis même vous, quand vous défaites un petit peu la religion chrétienne, est-ce que vous n'avez pas tendance à remettre une dimension sacrée dans tout ce que vous considérez autour de la nature? Et donc la question, ça serait, est-ce qu'il est possible, en tant qu'être humain, de s'extraire du sacré, ou est-ce que le sacré est nécessaire à la vie, au sens de la vie, à la dimension qu'on veut prendre dans l'existence? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut repousser, ou est-ce qu'on peut vivre avec? Enfin, voilà. Alors, il n'y a pas de sacré a priori, il y a un sacré a posteriori. Et il y a toujours quelqu'un qui dit ce qui est sacré. C'est-à-dire, si vous prenez, j'ai eu l'occasion d'en parler, Michel Léris, qui fait un voyage d'ouest en est dans l'Afrique noire et qui raconte tout ça dans l'Afrique fantôme, il rencontre du sacré quand il rentre dans des villages où il y a des tribus avec une vision du monde. Et d'un seul coup, on dit, voilà, cette case, elle est sacrée. Elle est sacrée parce que les prêtres ont décidé qu'elle était sacrée. Il s'y passe des choses sacrées, tabous. C'est-à-dire que c'est réservé à certains, mais pas à d'autres. Il faut être initié. Donc, par exemple, quand vous arrivez dans un village, Léris raconte, il arrive avec Griot, il rentre dans un endroit et puis il dit, voilà, il y a par exemple des statuettes qui sont aujourd'hui au musée de l'Homme, mais qui sont des statuettes qui sont de forme, zoomorphe, ça ressemble un peu à un bœuf, si vous voulez, et c'est très croûteux, c'est fait avec de la terre, et on arrose ces pièces-là de sang, la plupart du temps du sang de sacrifice, on sacrifie des poules. Donc vous sacrifiez des poules, des coqs, vous mettez du sang là-dessus, vous mettez des substances diverses et multiples, et puis vous mettez des plumes, vous collez des plumes, donc il y a quelque chose qui se cristallise ou qui se coagule sur ces pièces-là. Ces pièces, elles sont sacrées pour les Africains. C'est-à-dire les Africains qui se comportent comme ça, ils estiment que c'est une occasion pour eux d'entrer en relation avec un monde, avec un autre monde, avec un arrière-monde, et que cet objet, il est investi d'une puissance, investi d'un pouvoir. Aucun objet n'est naturellement investi d'un pouvoir. Il est culturellement investi d'un pouvoir.
Si moi, par exemple, je tiens à quelque chose, je sais pas, un stylo de quelqu'un qui est décédé et que le quelqu'un est décédé, mais que j'ai ce stylo sur ma table, eh bien, ce stylo, il est plus que le stylo. Il est au-delà du stylo. Il a une puissance, il est chargé d'une puissance qui fait sens pour moi. Si en revanche il y a quelqu'un qui passe et qui voit ce stylo, il dit bon ben voilà, c'est un stylo, il prend le stylo, il écrit, ça sert à ça un stylo. Non, vous dites pour moi ce stylo est plus qu'un stylo. Il est chargé d'une force, il est chargé d'une puissance. Alors on peut pas dire pour autant qu'il est sacré, mais c'est la généalogie du sacré. Le sacré, ça n'est jamais que ce que des individus ont estimé comme étant ce qui est sacré. Mais il n'y a rien a priori qui est sacré. Donc dans ces villages où il y a des pièces qui sont des pièces rituelles, des pièces de sacrifice, des pièces qui permettent d'entrer avec les esprits, donc avec les morts. Donc vous avez des morts, vous avez les anciens, ils sont là, et d'un seul coup, les esprits sont dans cet endroit. Si vous avez des invocations, des phrases, des rites, des prières, eh bien vous allez faire venir les esprits. Et les anciens sont là. Donc évidemment, c'est sacré. Vous avez les moyens avec cet objet de solliciter les esprits des morts qui d'un seul coup vont être présents. Donc évidemment, c'est formidable pour le prêtre, pour le sacrifiant, et il faut éviter que ces esprits soient troublés. Donc souvent, on estime que c'est interdit aux femmes, parce que les femmes ont des règles, et que quand elles ont leur menstruation, il y a des choses un peu bizarres, il se passe des trucs. Moi, dans mon enfance, il y avait le boucher qui disait « Ah, moi, je veux pas de femmes qui ont leurs règles chez moi, elles font tourner la viande », enfin, ce genre de trucs, etc. J'entendais l'autre jour une amie œnologue qui me disait « Moi, c'est pareil, on m'a interdit d'aller dans des chais en estimant que les femmes étaient interdites de chais parce qu'elles faisaient tourner le vin, parce que quand elles avaient leurs règles, etc. » Donc, ça veut dire que ça continue, hein, cette idée-là. Donc, on estimait qu'il y avait du sacré et du tabou. Dans ces cases, les femmes n'entraient pas, parce que les femmes étaient impures. Dans ces cases, n'entraient pas les enfants qui n'étaient pas initiés. L'initiation, parfois, c'est pas compliqué, il vous faut sauter à pieds joints par-dessus un bœuf. Bon, voilà, il y a des tribus où c'est ce qu'il faut faire. Vous êtes un petit garçon, et puis un jour on vous explique, vous prenez appui sur un truc, toc, vous passez par-dessus le bœuf, vous êtes de l'autre côté, vous êtes un adulte. Adolescence, c'est un truc récent. Pendant très longtemps, on était enfant, puis on devenait adulte. On avait 12 ans, 13 ans, puis hop, on allait au champ, puis ben voilà, on était devenu un adulte. Aujourd'hui, on a cette période de latence entre l'enfance et puis le monde adulte, qui est une période qui a pris de plus en plus de place. Et vous avez ceux qu'on appelle même des adolescents. C'est-à-dire des adultes qui, à 35 ans, disent « Oh, mais moi, syndrome de Tanguy, quoi. Je suis toujours, je sais pas vraiment, et adulte, ça m'intéresse pas trop. » Puis après, je vais pas continuer à râler contre les trottinettes, je l'ai trop fait, mais je veux dire, vous avez des gens qui considèrent que plus cette période-là s'étend, mieux c'est. Dans les civilisations primitives, on devient adulte avec un moment initiatique. Jadis, ça pouvait être le baccalauréat, ça pouvait être la première communion, ou ça pouvait être la communion solennelle, ou des choses comme ça pour les catholiques ou pour les chrétiens. Mais voilà, on vous dit, à partir de ce moment-là, vous êtes un adulte. Avant d'avoir sauté à pieds joints par-dessus un bœuf, qu'on a parfois saigné à la jugulaire, et vous avez bu le sang du bœuf, puis on a remis un peu de terre avec de la salive pour coller la blessure, bon ben voilà, le rite, il fait que vous êtes initié. Vous êtes un adulte. Eh bien, avant, quand vous étiez un enfant, ce lieu vous était interdit. Après, ce lieu, il vous est autorisé. Vous allez dire, mais pourquoi ? La vie n'est pas changée quand on a sauté à pieds joints par-dessus un bœuf et que les anciens ont dit qu'on était devenu un adulte. Dans d'autres endroits, vous sautez avec les jambes, les pieds, vous avez une liane aux pieds, puis vous sautez d'un truc qui fait 15 mètres, 20 mètres de haut. Et vous sautez, comme aujourd'hui on fait au viaduc de la Soulève ou je ne sais quoi, vous savez, les sauts en élastique, sauf que ce sont des lianes. Vous sautez dans le vide, et quand vous avez sauté, ça y est, le rite initiatique fait que, etc. Donc, le sacré n'obéit jamais qu'à des gens qui ont décidé qu'il y avait là du sacré, et pas autre chose. Ça veut dire que quand l'hérisse rentre dans un village, ils veulent ramener ces pièces-là. Ils disent ça, c'est intéressant. Sauf qu'ils transgressent. Vous transgressez, parce que d'un seul coup, vous vous dites « Ah, mais c'est un objet d'art africain formidable, il faut qu'on le ramène au musée de l'homme. » C'est tout. Sauf que quand vous dites ça au prêtre, le prêtre, c'est pas un objet qu'il faut ramener au musée de l'homme. C'est d'un seul coup ce qui vous permet d'accéder au monde des esprits, au monde des morts qui sont toujours là. Donc vous avez transgressé, il y a du sacré. Donc le sacré, il est dans la dimension de celui qui aura décidé le sacré. C'est-à-dire dans un village, le sacré, ça concerne 2 ou 3 personnes, un lieu, 2 ou 3 objets, point à la ligne. Si vous venez de l'extérieur, il n'est pas sacré, le sacré que vous présentez comme du sacré. Eh bien, les civilisations se constituent toutes sur du sacré. Alors évidemment, quand elles sont grandes,
et qu'elles sont immenses, et les sacrés sont autre chose éventuellement que des objets, encore que. Pendant le christianisme, on a estimé que tous les objets du christianisme étaient des objets sacrés, que l'hostie, elle est sacrée. On ne peut pas profaner une hostie. L'hostie, c'est le corps du Christ, etc. Donc voilà, ça, c'est sacré. Puis à un moment donné où le sacré se défait, ou tombe. Et même parfois des prêtres disent, mais non, c'est une allégorie, c'est un symbole, c'est pas grave si on utilise des hosties pour autre chose que pour la messe. C'est jamais qu'un instrument, c'est pas bien grave. À une époque, on y croyait. Pendant tout le Moyen-Âge, il y a des philosophes qui réfléchissent sur la question, de manière casuiste, sur la question de l'Eucharistie. Il y a un curé, il est appelé, il faut qu'il aille donner l'extrême onction, il part avec des hosties, et puis paf, il se casse la figure, les hosties tombent dans le fossé, paf, il y a un rat qui passe par là, le rat il mange l'hostie. Et vous dites, elle était consacrée. Qu'est-ce qui se passe avec le corps du Christ dans l'estomac du rat? Sérieux, hein, j'invente pas. Hein. Ce sont des théologiens qui se sont posé la question. Est-ce que quand l'hostie elle est dans le ventre du rat, est-ce qu'elle reste sacrée? Ou est-ce que du simple fait qu'elle soit là, c'est le corps du Christ, quoi, quand même. Et quand le rat il va faire sa petite crotte, c'est quoi une crotte de Christ? C'est terrible, quoi. Ça pose des questions aux théologiens. Donc on dit oui, mais non, c'est sacré, mais ça cesse de l'être quand on touche les attributs qui ne sont pas la substance, etc. Bon, on met Aristote dans le coup et on finit par dire que c'est du pain, mais pas que du pain, tout en étant du pain quand même. Et que le jour où le sacré rentre dans l'estomac d'un rat, ça redevient du pain et qu'on ne touche pas à la substance. D'accord, on a compris. Mais vous dites effectivement, le sacré, il évolue, il change. Et peut-être, je dois me poser la question tout à l'heure du nihilisme, mais peut-être que l'un des signes du nihilisme, quand je disais tout à l'heure c'est le signe de l'absence de valeur, c'est assez probablement le nihilisme, l'état dans lequel nous nous trouvons quand il n'y a plus rien de sacré. Quand on ne se reconnaît plus rien de sacré. Nous, dans notre civilisation, que reconnaissons-nous comme sacré? Il est où le sacré? Voilà. Jadis, on pensait qu'il y avait plein de choses qui étaient sacrées. Certains, Jean-Pierre Chevènement, qui est un de mes amis, lui, n'est pas contre la question du sacré dans la République. Il pense que la République, c'est sacré. Et qu'il faut du sacré. Régis Debray aussi est un défenseur du sacré. Je leur dis, vous avez raison, c'est vrai, t'as raison de dire qu'il faut, mais quand il n'y a plus, ça marche plus. À une époque, quand il y avait les prêtres, quand il y avait les instituteurs, quand il y avait tous les acteurs d'une civilisation, les parents, les familles, etc., ils disaient, ça c'est sacré, c'était sacré. Puis à un moment donné, on vous désacralisez. Donc cherchez, regardez, vous verrez que de la même manière qu'il n'existe aujourd'hui plus que des morales individuelles, chacun disant moi c'est ma morale à moi, j'y crois pas, je crois à ça, voilà, c'est une morale au choix. Eh bien on a des sacrés au choix. C'est-à-dire que si je dis que tout le monde me dise dans cette salle ce qui est sacré, et vous verrez que nous n'aurons aucune réponse qui permettra de dire, vous voyez, tout le monde est d'accord sur ce sacré. En revanche, on dira, je sais pas quoi, mes enfants, mes parents, la mémoire d'eux, tel objet, tel ceci, chacun ira dans sa petite perspective personnelle en disant, ça c'est sacré pour moi. On dira, oui, mais moi c'est pas sacré du tout. C'est rien du tout pour moi. C'est un objet comme un autre. Donc, peut-on vivre sans sacré? Hélas, oui. Mais dans l'état du nihilisme. Quand nous vivons dans une époque où le sacré s'est trouvé congédié, c'est la preuve que le nihilisme est là. Donc, reconstruire du sacré, ça ne se décrète pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain qu'on obtient quelque chose un personnage ou je sais pas quoi qui créerait du sacré. Même si dans les dictatures, c'est assez facile de créer du sacré avec des dictateurs. Ce qu'ils touchent, ce qu'ils décident, ce qu'ils créent, etc. Le culte de la personnalité, Lénine, Mao, enfin tous ces gens-là ou Hitler, sont tous des gens qui facilement créent du sacré du simple fait de ce qu'on appelle le performatif. Ils avaient décidé que. Et après on dit, ah là là, c'est son bureau, c'est son corps, c'est sa personne, etc. Au point qu'on embaume. On embaume des gens comme Lénine ou comme Mao ou que Hugo Chavez, il a été question d'embaumer. Il était dans un tel état que ça n'a pas pu se faire, mais je veux dire qu'il a été question d'embaumer le corps d'Hugo Chavez. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça veut dire qu'on sacralise des corps en estimant que le corps de Lénine, c'est sacré, que le corps de Mao, c'est sacré, que le corps de Chavez, ça aurait été sacré. Donc vous voyez que quand le sacré est collectif et communautaire, vous avez la pleine puissance d'une civilisation. Quand le sacré a disparu, vous n'avez plus que la puissance du nihilisme. Je ne sais pas si vous avez encore un petit peu de temps, mais j'aurais juste une autre question pour rebondir par rapport à certaines choses que vous avez dites.
Enfin, j'ai du mal à comprendre comment vous percevez la liberté dans votre système de pensée. Voilà, c'est tout. C'est tout, comme vous dites, c'est tout. On est reparti pour une petite heure, c'est tout. Alors je vais être bref, en disant que ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre le problème en disant nous sommes totalement libres ou nous ne sommes pas du tout libres. Vous allez me dire que je suis normand dans cette affaire, mais c'est le principe un peu de la dialectique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voilà, nous avons le libre arbitre et il est également partagé. Qui que vous soyez, vous disposez d'un libre arbitre comme si c'était donné, que vous soyez ici, là ou ailleurs, que vous soyez handicapé ou pas handicapé, que vous soyez homme préhistorique, que vous soyez homme du transhumanisme, ou que il y aurait la liberté et le libre arbitre. Pas plus qu'on ne peut dire de l'autre côté que vous ne seriez que déterminé et qu'il n'y aurait pas du tout de liberté. Il y a des moments où on se dit, bah oui, mais enfin, quand même, un enfant handicapé, par exemple, quand il arrive au monde handicapé, il est quand même beaucoup plus privé de liberté que d'autres qui ne le seraient pas. Peut-être développe-t-il d'autres qualités, mais il y a plein de choses qui ne lui sont pas forcément accessibles. Le jugement libre, le jugement éclairé, la décision volontaire ou ce genre de choses. Même chose quand vous avez des gens dont vous dites mais regardez il est devant un tribunal et puis il a, je sais pas quoi, il est pédophile et vous êtes en train de dire bah oui mais enfin avec tout ce qu'il a vécu, le père, la mère, l'enfance, les viols, l'inceste ou je sais pas quoi, c'est un peu normal qu'il soit ça. Vous pourriez dire oui mais enfin moi je connais aussi des gens qui ont connu tout ça et qui ne sont pas devenus pédophiles. Alors qu'est-ce qui se passe? Et donc effectivement il y a des impasses à chaque fois. Si vous dites nous avons tous un libre arbitre et nous en faisons un bon ou un mauvais usage, option chrétienne, vous voyez bien que ça marche pas toujours et qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment le choix dans leur vie. Même chose si vous dites il n'y a que du déterminisme et voilà, on n'a pas le choix et tout le monde est absolument déterminé. Moi je crois que la liberté est quelque chose qu'on crée, que c'est quelque chose qu'on fabrique, que c'est pas quelque chose dont on hérite, qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on peut avoir mais qu'on peut ne pas avoir. Nous sommes susceptibles de devenir libres. Certains d'ailleurs le sont plus que d'autres. Si vous avez, je prends l'exemple d'enfants handicapés, c'est parfois difficile quand vous avez un jugement altéré de créer une liberté. Si vous avez des enfants qui naissent au monde parce que leur mère était alcoolique et qu'elle a bu pendant les 9 mois de grossesse et que vous avez bénéficié de toutes ces ivresses, hélas, eh bien vous arrivez au monde avec un petit cerveau et ce petit cerveau ne marchera jamais. Donc vous voyez bien qu'avec un être comme celui-ci, qui aura probablement d'autres charmes, d'autres avantages, d'autres séductions, il n'empêche que vous ne pourrez jamais fabriquer un jugement éclairé et vous ne pourrez pas non plus fabriquer une liberté. Donc on voit bien que c'est hélas ce à quoi il faut se résoudre, c'est que nous sommes inégaux sur cette question de la liberté, parce que suivant que vous allez tomber dans une famille ou dans une autre, on va plus ou moins vous aider. Et je ne veux pas dire pour autant qu'une famille d'intellectuels, ce soit mieux qu'une famille de manuels ou de gens simples et modestes. Si vous avez des gens sains, mais simples et modestes, c'est nettement préférable à des gens qui sont tordus et qui sont des intellectuels. Vous pouvez vivre dans des milieux où on est polyglotte, cosmopolite, on a des bibliothèques, où on est extrêmement cultivé, où on a le pouvoir d'achat, etc. Et en même temps être tordu, être pervers, être déglingué et ne pas créer la liberté de ses enfants. Et puis à l'inverse, être des gens simples, sobres, à tous les sens du terme, modestes en intelligence, modestes en culture, mais au point avec leur intelligence. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'intelligence, il suffit d'avoir la bonne. Vous avez des gens qui ont une grande intelligence perverse. Vous avez des gens qui ont des petites intelligences, mais qui sont saines, modestes, efficaces. Des gens qui sont bien dans leur tête, bien dans le cosmos, bien dans leur peau. Donc vous voyez effectivement que la sociologie de Bourdieu, elle est globalement juste quand elle nous dit un certain nombre d'informations sur les milieux, sur les époques, sur les pouvoirs d'achat, etc. Mais que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, il faut des créations de liberté. Il faudrait que les civilisations le permettent. Il faudrait que les familles le permettent, il faudrait que les parents le permettent, il faudrait que les éducateurs, les instituteurs, les professeurs le permettent, il faudrait que les médias de masse le permettent aussi, et hélas, ni les parents, ni les éducateurs, ni les enseignants, ni les médias de masse ne sont forcément à la hauteur sur ce sujet-là. Parce que c'est plus facile de laisser en jachère les intelligences que de les solliciter. Et je dis souvent qu'il n'est pas facile de fabriquer une intelligence, mais il est facile de la détruire.
Si vous ne l'entretenez pas, si vous ne la sollicitez pas, si vous ne faites pas ce qu'il faut de cette intelligence, si vous ne sculptez pas cette intelligence potentielle, elle ne deviendra jamais réelle. Donc il y a des potentialités à la liberté chez tout un chacun qui ne sont pas des potentialités égales, mais vous avez la possibilité, avec des chances, des hasards, des rencontres parfois, de solliciter cette potentialité, cette virtualité pour qu'elle devienne une réalité. Et parfois, vous construisez des libertés, mais ça ne veut pas dire non plus que le jour où vous avez construit votre liberté, elle va durer toute la vie. Il se passe dans le corps des changements avec le vieillissement. Il se passe des changements hormonaux. Et parfois, vous avez des jugements affectés. Vous perdez un peu de votre liberté. Votre liberté se rétrécit exactement de la même manière qu'on prend du ventre, du poids, on perd des cheveux ou je ne sais quoi. Eh bien, on affecte aussi le jugement de goût, la liberté. Jadis, on était plus libre. Et puis là, on l'est moins. Puis à un moment donné, on l'est plus du tout. Et puis parfois, ça se voit avec des gens parce qu'ils sont séniles, parce qu'il y a une maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a une pathologie qui les affecte puissamment. Et puis parfois, on ne sait pas. Il manque pas grand-chose. Un peu trop de sucre, un peu moins de sucre, un peu trop de ceci, un peu moins de cela. Et puis vous avez des comportements qui sont induits par une molécule qui est en trop ou qui est par défaut. Donc c'est un équilibre extrêmement précaire, la liberté. Mais c'est sûrement pas une donnée ou une absence de données. On n'est pas libre ou pas libre. On peut le devenir, on doit le devenir si tout est fait pour ça. Mais c'est pas parce qu'on l'est devenu un jour qu'on l'est aussi toujours. Donc c'est d'une extrême fragilité. Alors, j'ai pas de questions. Je voulais juste vous dire bonjour. Je m'appelle Romain Leneveu. Donc j'ai eu la chance de vous avoir comme professeur il y a 21 ans à Sainte-Ursule, donc si mes calculs sont bons, en 96. On vous entend pas, monsieur, je crois. En 96, j'ai eu la chance de vous avoir comme professeur à Sainte-Ursule, donc si mes calculs sont bons, en 96. Donc je me disais une chose tout à l'heure, plus sérieusement. Excusez-moi, je suis un petit peu stressé, c'est bizarre. Et du coup, je me disais, bah tiens, c'est marrant, parce que je me dis, le type, ça fait 21 ans que je l'ai pas vu, puis je dis là, j'ai 42 ans. Et je me dis, 21 x 2 égale 42. Donc, alors qu'en 21 ans, je vous ai, on va dire, entreaperçu la télévision, parce que je la regarde jamais. Et je me dis, bah tiens, bim, aujourd'hui, je vois le type. Et donc, je me disais, bah c'est quoi? C'est une coïncidence, c'est le karma, c'est bizarre. Alors, justement, c'est sur tous ces petits événements, comme vous parlez des rencontres de la vie, comme des fois on attend des choses, elles arrivent jamais, c'est quand on les attend plus qu'elles arrivent. Voilà, qu'en pensez-vous? Alors, je vois de temps en temps des anciens élèves et ils me disent ce que j'étais, et j'ai parfois oublié ce que j'étais, et moi j'ai oublié qui ils étaient aussi, parce que des fois ils ont pris du ventre, ils ont perdu des cheveux, etc. Bon, je me souviens d'un jour d'un élève qui arrive, un ancien élève, il avait un scooter, un casque, puis il ouvre le truc, il dit, vous me reconnaissez? Je dis, ben non, excusez-moi, mais t'es prof en technique, j'avais 9 classes de 35 élèves, c'est beaucoup, et j'ai pu mémoriser, mais pas toujours, et puis parfois, je lui ai pas dit, vous savez, on change avec le temps. Et il conçoit qu'effectivement, avec le casque, un peu comme François Hollande jadis, mais on peut ne pas le reconnaître, et hop, il enlève le casque, et là, chauve. Là, je me dis, difficile de le reconnaître, et puis il me dit, si, je m'appelle, et puis il me donne son nom. Difficile aussi, là encore, parce que j'avais pas forcément percuté sur tout ça. Et puis il me dit, oh la philo, à l'époque ça m'intéressait pas. Hein. Mais après je me suis dit, mais c'est quand même vachement intéressant. Puis je me suis dit, après il m'est revenu plein de trucs. Il me dit, un jour vous nous avez fait un cours en nous disant que vous avez fait un cours sur les seins des poules. Alors je me dis, ah bon, c'est moi ça? Et il me revenait une histoire drôle. Et un jour j'ai fait un cours sur le rire chez Bergson. Et j'ai expliqué le mécanisme du rire. Et plutôt que de commencer en classe technique avec un truc un peu hard à la Bergson, je dis, je vais vous raconter une histoire drôle, puis on va essayer de voir pourquoi elle est drôle. Et donc, plutôt que de dire c'est du mécanique, c'est plaqué sur du vivant, etc., je raconte l'histoire, et puis après je démonte l'histoire selon le principe de Bergson pour essayer de faire comprendre. Et l'histoire était, pourquoi les poules n'ont-elles pas de main? Non, pourquoi les coqs n'ont-ils pas de main? Réponse, parce que les poules n'ont pas de sein. Bon. C'est une histoire. Et elle se voulait drôle. Et donc, des années après, je passe pour le type qui parlait des seins des poules. Et là, je me dis...
D'autant que si on ne se souvient pas qu'il s'agit de gallinacées, on peut imaginer que les poules, c'est les filles. Et donc le cours d'Onfray, c'était ça, quoi. Donc bon, évidemment, on se dit, tout n'a pas été retenu de ce qu'il aurait fallu retenir. Et je ne suis pas bien sûr que si je l'avais questionné, parce que c'est après que ça m'est revenu, les poules. Je me suis dit, j'ai quand même pas pu dire un truc comme ça. Je me dis, mais si, bon sang, Bergson, etc. Et je me suis dit, ça a produit ce genre d'effet, mais des années après, cette idée qu'il y avait dans le cours de philosophie quelque chose qu'on avait loupé, parce que c'était pas l'âge. Mais que des années après, on se dit, mais il y a eu des choses intéressantes parce que on ne regardait pas le monde de la même manière. D'un seul coup, je disais des choses qui étaient provocantes. J'étais jeune prof, il m'arrivait de parler de l'homosexualité en disant qu'elle était une sexualité comme d'autres, justement quand je faisais des cours sur le déterminisme, sur le libre arbitre, pour expliquer qu'on ne se choisissait pas, mais qu'on était, etc. Bon, j'expliquais ces choses-là. Et il y avait dans la classe des élèves qui trouvaient ça inadmissible, que je puisse le dire, et d'autres qui disaient, il est pédé, Onfray. Donc, un peu comme la dame qui m'a envoyé une lettre en disant, j'ai cru comprendre que vous aimiez les garçons, c'est dommage, vous êtes si jolis, c'est dommage pour les filles. Et qui estimait que si je répondais pas à sa lettre, j'étais un gougnafier. J'étais un goujat. Tu vois, c'est ceux qui étaient là la dernière fois. Il y en a 7, vous avez vu. Et donc, évidemment, quand on se retrouve dans cette configuration-là, on se dit, mais ça a servi à quoi, le cours de philo? Eh bien, ça a permis de comprendre qu'effectivement, des choses qui paraissaient évidentes, dans le genre, les homosexuels sont des gens qui ont des problèmes, c'est des anormaux, etc., c'était pas franchement le cas. Et le temps passant, j'étais 20 ans prof, le cours cessait d'avoir sa raison d'être, parce que c'était évident pour tout le monde que l'homosexualité était une sexualité comme d'autres. Donc je voyais les élèves changer. Je voyais pas les élèves changer parce qu'ils avaient toujours 20 ans, un peu plus ou un peu moins, mais c'est moi qui changeais. Eux ne changeaient pas. Mais en revanche, je voyais l'esprit de l'époque, qui n'était plus du tout le même. Et ce que j'ai adoré être enseignant. J'ai adoré mes élèves, je n'en détestais aucun. J'ai détesté la relation pédagogique, je n'aimais pas beaucoup corriger des copies, j'aimais pas beaucoup les conseils de classe, des choses comme ça, mais je veux dire, la relation pédagogique, j'ai aimé ça. Et je me suis dit, bien, on s'aime, et puis après, ça pousse ou ça pousse pas. Et ce sont parfois des rencontres qui sont des occasions. J'ai dit combien des gens avaient été importants dans ma vie, comment ils m'avaient constitué, comment sans un certain nombre de personnes, je ne serais pas ce que je suis. Et il y a des moments donnés où c'est pas la personne qui compte, mais c'est la discipline qui importe. La philo, par exemple. Et quand je disais à mes élèves, à vous, et peut-être vous souvenez-vous, mais que la plupart du temps vous étiez là par défaut, c'est-à-dire on disait, bon, on a envie d'être dans une section, dans un lycée classique. Puis dans le lycée classique, d'être plutôt dans les sections scientifiques. Puis si on n'est pas bon dans les sections scientifiques, on était dans la section littéraire, puis économique, puis etc., ou économique, ou littéraire, etc. Puis si on n'était pas bon dans le lycée privé, on allait, classique, je veux dire, on allait dans un lycée technique. Et puis là, etc. Et vous étiez destinés à être des vendeurs de voitures, des comptables ou des sténodactylos. Et je disais non, votre vie commence. Votre vie n'est pas finie, ce n'est pas parce qu'on a décidé qu'avec un système comme ça, que vous étiez déjà un petit peu sur la marge, qu'il faut accepter ça. Et je faisais ça en permanence, je le disais en permanence. Je ne sais plus dans quelle section vous étiez, G1, G2, G3. Eh bien, quand je disais, ou quand je disais par exemple en G2 pour les comptables, qui a décidé d'être comptable dans cette salle? Il y a 35 personnes, et il y a 2 personnes qui lèvent la main, tout le monde les regarde, on dit, ah bon, tu veux être comptable, toi? Et qu'est-ce qui te prend? J'aime bien ça, la comptabilité, j'aime bien ça. Et les autres n'avaient pas envie d'être comptables. Ils étaient dans une classe de comptables. Et donc, ce qui m'intéressait dans la philo, c'est de dire, on remet tout à plat. Rien de ce qui vous paraît évident n'est évident. On reprend toutes les choses au début. Et là, des gens disaient, se braquer. En disant, non, ils nous emmerdent à vouloir tout changer comme ça. C'est beaucoup plus simple de croire justement les illusions qui nous sécurisent plutôt que d'être ébranlé dans nos certitudes et puis de se dire, qu'est-ce qui se passe, quoi. Puis il y a les gros costauds, les gros durs qui faisaient des maths ostensiblement en disant, moi je fais des maths pendant le cours d'Onfray, j'ai pas de problème. Mais quand je lâchais une vanne ou deux, ils rigolaient. Je me disais, mais écoute, le devoir de maths sera pas bon. Parce que ils font semblant de me provoquer en disant je fais des maths, mais en même temps ils écoutaient tout ce qui... Mais ils voulaient pas donner l'impression qu'ils écoutaient. Donc j'ai toujours trouvé que quand on avait la chance d'avoir un public, comme vous, comme quand je fais des conférences ou comme avec les élèves, on a des devoirs. On n'a pas des droits, on a des devoirs. D'abord parce que j'étais fonctionnaire, et
que c'est un beau métier, et qu'on est payé avec l'argent des gens, avec l'argent du contribuable, eh bien, on a des devoirs, parce on doit enseigner des choses. Il faut qu'on enseigne le programme. Le programme, c'était des notions, c'était des auteurs, c'était la dissertation. Vous vous souvenez probablement, sauf si vous avez séché ce cours-là, mais il y avait des cours de méthodologie de la dissertation, méthodologie du commentaire de texte. Je faisais mon travail en disant, je suis payé pour ça. Mais payé pour faire le programme, je voulais aussi ajouter cette dimension à laquelle j'avais eu droit, moi, avec mon vieux prof de fac, qui était la dimension de l'initiation. Et à chaque fois que j'ai vu des élèves, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir témoigner et me foutre la honte, mais personne m'a dit que le cours de philo, c'était un clistère, que c'était insupportable, que c'était pénible, qu'on s'ennuyait, ou je sais pas quoi. Il m'est toujours revenu cette idée que soit on était passionné à l'époque, et on l'est resté, soit on ne l'était pas, mais on a compris qu'en ne l'étant pas, on avait eu tort, parce que le temps donnait raison à la philosophie, donnait raison au questionnement ou à l'interrogation philosophique. J'ai très bons souvenirs en fait, et ça se passait comme à l'heure actuelle, sous forme de débat, et donc au passage je vous remercie, parce qu'à l'époque, personnellement, vous m'avez ouvert l'esprit, et du coup, vous nous aviez dit, je me souviens en début d'année, l'introduction, ça s'était passé simplement dans la discussion, et vous nous aviez dit, écoutez, on va pas aborder les notions normales et classiques, ça va vous emmerder, ça va m'emmerder aussi. Ça va se passer comme ça mon cours. Et si dans l'année il y a un inspecteur qui passe, je vous préviendrai, vous ferez comme un cours de philosophie normal, genre vous emmerdez, et voilà. Je confirme. À quoi j'ajoute que il m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire inspecter et que je vous avais toujours dit on va faire un faux cours, on va faire semblant quoi. Et puis je faisais un faux cours. Et après le faux cours, on a toujours une rencontre avec l'inspecteur dans le bureau de la direction. Et j'ai eu toujours des bonnes notes et des choses sympathiques dites par les inspecteurs, etc. Mon premier mot était « Permettez-moi de vous dire que je ne fais jamais cours comme ça ». Je le disais toujours. Et il me disait « Ah oui, ah bon, pourquoi ?» etc. Mais je dis « Mais vous savez très bien que tout le monde fait semblant, que ça n'est pas possible quand on est un élève de classe technique à qui on a dit la culture c'est pas fait pour toi, t'es un crétin, t'es un pauvre type, t'as rien compris, t'es là déclassé, etc. Mais moi j'arrive et je vais vous faire lire Heidegger dans le texte. » Je dis « Ça ne marche pas. Donc je fais quoi si je veux intéresser mes élèves ? Qu'est-ce que je fais si je veux vraiment qu'ils fassent de la philosophie tout de même ? Et il me dit oui, c'est vrai, c'est un peu faible. J'ai vu des copies, je dis c'est pas faible, ils ne savent pas écrire, on leur a pas appris à écrire. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse à corriger des copies ? Ça les ennuie, ça les fatigue. Ils ont fait 5 lignes, ils me disent ça y est monsieur, j'ai fini mon truc. Je dis mais non, il faut faire 4 pages. Vous voulez que je vous raconte, j'ai tout dit. Je dis qu'est-ce qu'on fait de la douleur et de la souffrance de ces élèves à qui on inflige un programme qu'ils ne peuvent pas respecter ? Si je respecte au pied de la lettre, personne ne va faire de la philo, ils vont s'ennuyer, je vais m'ennuyer, on n'est pas là pour ça. Je dis, moi, je fais un cours à partir des questions de mes élèves. Et c'était la méthode d'Alain. J'avais lu une biographie d'Alain, et Alain, les élèves il arrivait en cours, et les élèves avaient toujours écrit une question au tableau, il faisait son cours à partir de ça. Et je me suis toujours dit, je ferai ça. Et un jour, Alain rentre dans sa classe, et à l'époque, les inspecteurs ne disaient pas 3 semaines avant qu'ils arrivaient. Hein. Vous arriviez, paf, vous aviez l'inspecteur au fond de la classe, voilà quoi. Là maintenant, on dit bon, je serai là, j'appelle le syndicat, vous êtes sûr que... Alors on dit, est-ce que je pourrais pas avoir cette classe-là, faudrait m'enlever ces 3-là, et puis en temps normal, j'ai cette classe-là, mais j'arrive pas à la tenir, pourriez pas me filer la classe que j'ai avant, mais en enlevant ces 2-là, oui d'accord, pas de problème. Les gens préparaient pendant 20 heures un cours qui chiadait absolument, et puis tout le monde faisait semblant. Et je me suis dit, moi je vais construire mon cours comme ça. Et Alain avait écrit un jour, il y avait un élève qui avait écrit une phrase, c'était « Les prostituées ont-elles des droits ?» Point d'interrogation. Et Alain rentre dans sa classe, paf, c'était la question, il y avait l'inspecteur. Il a fait le cours. Et je me suis dit, eh bien, j'aimerais bien être à la hauteur d'Alain. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura une question, hisser les élèves jusqu'à la philo. Je me souviens des questions, parfois, c'était pas forcément des questions philosophiques. Eh, vous avez vu, monsieur, Lady Di, elle est morte. C'était la question du jour. Alors, je dis, écoutez, je vous remercie pour cette question. Et je prenais le fait divers en disant, voilà ce qui s'est passé. Lady Di, la voiture, etc. Bon. Et je leur dis, on va réfléchir sur la question de la responsabilité. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'existentialisme. Ce que c'est que la liberté, l'autonomie, l'authenticité, le choix, est-ce qu'on a la liberté, etc. Dans cette situation, où sont les situations d'autonomie, d'authenticité, de choix, qui a le choix, etc., etc. Qui est responsable? Donc on réfléchissait sur la question de la liberté, sur la question du choix. À quoi j'ai ajouté
des références à René Girard sur la question du sacrifice du bouc émissaire, et j'avais dit, voyez comment le bouc émissaire, ça fonctionne chez René Girard. Ici, on a des boucs émissaires. C'est le chauffeur, il avait trop bu. Ce sont les paparazzi, ils suivaient la voiture. C'est les Didi, elle n'avait pas besoin de faire ceci ou de faire cela. Et puis regardez. Et après, quand vous avez choisi votre bouc émissaire, paf, vous le massacrez. Ça veut dire que les autres sont coupables de rien, responsables de tout. La responsabilité ne fonctionne jamais dans la logique du bouc émissaire, etc., etc. C'est-à-dire que la question qui m'était posée était évidemment a priori pas philosophique, sauf que quand je sortais et que j'avais consacré 1 heure, alors j'avais parlé de Sartre, de pas l'être et le néant, mais de l'existentialisme est un humanisme, de ce qu'était l'existentialisme et comment ça fonctionnait, de René Girard, du bouc émissaire, du sacrifice émissaire. Je renvoyais à un texte de l'Ancien Testament, et surtout j'avais permis de penser le réel. Ce fait divers, d'un seul coup, on le voyait autrement. On se disait, ah oui, effectivement. Donc j'ai toujours fait ça avec toutes mes classes. C'est-à-dire que je ne suis jamais arrivé en ayant préparé un cours en me disant aujourd'hui je leur parle de ça, mais je savais que dans l'année il fallait que je parle de plein de choses, qu'il fallait que je parle de l'impératif catégorique de Kant, que je parle du cogito de Descartes, que je parle de l'allégorie de la caverne, que je me dis à un moment donné il va falloir que je parle de ça. Et c'était à charge pour moi, à partir de la question qui m'était posée, d'intéresser mes élèves en disant mais c'est à moi de faire des efforts pour rendre ça agréable sans que ce soit de la concession du genre on bavarde sur l'actualité. Non, on avait du bavardage, de l'échange, mais il y avait des références, il y avait etc. Et donc, pardon. Je le confirme. Vous êtes adorable. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Juste une petite pour la route. Très modestement, je voulais vous demander quelques conseils, éventuellement quelques titres pour un jeune qui va aller en licence à la rentrée prochaine. Licence de philo ? Philo. Ben, j'espère que s'il est en licence, il a déjà lu des trucs avant. Il s'y attache. Hein, normalement. Rentrer en licence, ça veut dire qu'on a déjà 2 ans de philo derrière soi. J'ose espérer qu'il y a eu des lectures de fait. Quand je faisais mes études, moi, on n'exigeait pas grand-chose. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les facs de province, on n'avait jamais d'agrégé, on n'avait jamais de certifié, parce que ça se faisait à Paris avec des gens qui faisaient travailler et qui faisaient vraiment bosser. C'est-à-dire que je me souviens, par exemple, d'une année où on a eu un cours sur le banquet de Platon. Banquet de Platon, en 2 heures, vous avez lu ça. Moi, quand j'avais cours sur le banquet de Platon,